Pour commencer, Antoine Borde, Étienne Klein, je voudrais vous montrer une petite image. En se connectant à Facebook hier, un de mes collègues a reçu ce message de Facebook. Je ne sais pas si on peut l'afficher ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un message qui est envoyé à plein d'internautes par Facebook. Aidez-nous à nous améliorer. Veuillez indiquer si vous êtes d'accord ou non avec l'affirmation suivante. Facebook bénéficie au monde entier. Est-ce que vous êtes tout à fait d'accord? D'accord? Ni d'accord, ni pas d'accord? Pas d'accord ou pas du tout d'accord? Évidemment, je vais à l'un puis à l'autre vous poser la question. En commençant par vous, Étienne Klein. On ne peut évidemment pas être d'accord puisqu'il y a 1 milliard d'individus qui n'ont jamais vu une prise de courant électrique de leur vie. Donc c'est pas le monde entier. Effectivement, c'est pas le monde entier. Et au monde en général? Parce que c'est quand même Facebook, c'est quand même plus de 2 milliards d'êtres humains. Le monde entier et le monde en général. Quelle est la différence? Oui, effectivement. On est quand même sur 2 milliards, plus de 2 milliards d'êtres humains qui sont connectés à Facebook, qui sont des utilisateurs actifs. C'est quand même énorme. Ça bénéficie à beaucoup de gens. Donc vous trouvez que c'est plutôt positif comme innovation? Alors, il faudrait imaginer aujourd'hui un monde sans Facebook, c'est-à-dire faire une sorte d'histoire contrefactuelle. Quel serait le monde sans Facebook, avec tout le reste par ailleurs? Et ça, c'est un exercice intellectuel qui mériterait une vraie discussion plutôt que oui-non. Mais en tout cas, moi, je l'utilise. Voilà, c'est ça que vous voulez me faire dire. J'utilise Facebook. C'est pas un aveu d'utiliser Facebook. On est plus de 2 milliards. Non, mais on y dit énormément de bêtises, quoi. C'est-à-dire que ça promeut à la fois de l'information qui peut être de qualité, et c'est en même temps un vecteur de narcissisme, d'autopromotion assez incroyable par le fait que les gens racontent leur vie, donnent des données qui ensuite sont utilisées pour établir des corrélations grâce auxquelles peut-être un jour on pourra vous présenter la personne que vous allez forcément aimer compte tenu des goûts que vous avez déjà manifestés. Et ça me paraît faire en sorte que le comportement humain soit presque homomorphe au comportement d'une machine qui aurait été optimisée. Et la honte prométhéenne va être atténuée par le fait que nous allons mimer le comportement correspondant à l'analyse que font de nous les machines. Et c'est ça que je trouve un petit peu embêtant dans l'affaire. C'est pas du tout Facebook qui est visé. Moi, la question que je voulais vous poser, elle est en fait tout à fait haute. Il y a énormément de débats sur l'intelligence artificielle comme ceux qu'on a aujourd'hui. Et je voulais vous demander quelle est la part, à votre avis, dans ces débats en France, seulement en France, qui viennent d'un problème de traduction. C'est-à-dire que intelligence artificielle, c'est un mot anglais, et intelligence en anglais, c'est pas la même chose qu'en français. L'intelligence en anglais, c'est traitement des données, d'abord acquisition des données et traitement des données. Pensez à l'intelligence service. C'est pas du tout ce qu'on appelle en anglais cleverness, la vraie intelligence. L'intelligence pour un Français, c'est aussi la capacité à dire ce par quoi on est intelligent, la capacité à argumenter, la capacité à critiquer sa propre pensée et la capacité à même changer d'idée. Bon. Est-ce que, à votre avis, les débats sont pollués par le fait que nous ne comprenons pas le mot intelligence comme le font les Anglais? Antoine Borde. Oui, alors totalement d'accord. Je pense que ce contresens, ce double sens nous dessert totalement. Ça et le fait que le mot artificiel aussi finalement nous dessert beaucoup, puisque en fait il y a une espérance d'idée d'artificiel dans le sens où on va essayer de représenter finalement, reproduire un cerveau humain. Il y a un peu dans cette image d'intelligence artificielle, on voit vraiment un cerveau humain qui va essayer de faire exactement la même chose, alors que déjà c'est absolument impossible à l'heure actuelle, et je pense que ça va l'être pour extrêmement longtemps, mais aussi même la façon dont les machines opèrent est extrêmement différente de la façon dont on opère. Ça a été dit un petit peu avant, c'est-à-dire qu'un être humain finalement découvre et acquiert beaucoup de capacités sans forcément être entraîné pour le faire. En fait, elles arrivent d'une façon un peu générale, on apprend à faire beaucoup de choses en même temps, et je pense qu'il y a une capacité qu'on a qui est capable de faire une nouvelle tâche de façon convenable très rapidement. C'est pareil, jouer aux échecs, si on n'y joue pas, on peut expliquer, on peut jouer en fait en quelques minutes. On va pas jouer très bien, mais on va être capable de jouer de façon décente. Et après, on va s'améliorer rapidement. Une machine, cette capacité de s'adapter d'une tâche à une autre est très compliquée. Il faut voir que le jeu de Go, dont on a parlé beaucoup, le jeu de Go est joué sur, je pense, un Goban donc, qui doit faire 13 par 13. Je pense que c'est ce qui était dans AlphaGo. Si on passe sur un plus petit, d'accord, donc 9 par 9 par exemple, donc qui est normalement beaucoup plus facile, hein, les joueurs de Go diront qu'il y a même beaucoup de choses qui disparaissent, AlphaGo ne marche plus.
D'accord ? AlphaGo elle devient une... Donc je ne parle même pas d'adapter quand on a appris à parler l'anglais pour essayer de se servir de ça pour apprendre une nouvelle langue, ou alors apprendre à jouer au Go pour s'en servir pour jouer aux échecs, parce qu'on voit des... Nous, on fait tout le temps des correspondances comme ça. C'est juste de prendre le même jeu, mais de changer les conditions. La machine n'arrive pas à le faire. Donc il y a vraiment une chose, c'est que l'intelligence artificielle donne l'idée en fait, d'un cerveau tout puissant qui va être capable de faire énormément de choses. Ce qu'on fait en ce moment, c'est sur des segments très particuliers, qui peuvent être très utiles, hein, très particuliers. On va essayer de capable d'augmenter la capacité que les machines ont à traiter ce segment. Traduire d'une langue vers l'autre, reconnaître un certain type d'image, transcrire la parole avec un certain accent. C'est-à-dire que si les logiciels de nos concurrents qui font des enceintes vocales, par exemple, si vous lui parlez en français ou en anglais, c'est pas du tout le même logiciel en interne pour essayer de transcrire ça, etc. Donc il y a vraiment, il y a énormément finalement de petites intelligences artificielles, je dirais même des petits programmes qui servent à faire des choses. Donc le terme intelligence artificielle qui donne l'idée de cette globalité, etc., et même de la façon dont les machines pourraient apprendre les choses, est extrêmement, extrêmement trompeur. Oui. Et finalement, c'est un mot qui est souvent compris comme super intelligence, en fait, qui serait une intelligence qui serait à l'égale ou supérieure à celle de l'homme. Oui. C'est un malentendu. Oui, c'est un malentendu, parce qu'il y a certaines tâches pour lesquelles les machines sont largement supérieures aux humains. Et très bien. Enfin, les moteurs de recherche, je suis désolé, pour chercher des documents, je préfère largement qu'il y ait une intelligence artificielle faite par Google pour pouvoir trouver les documents. C'est beaucoup plus rapide que moi. Et personne n'en a peur, je veux dire. Et donc, pour retrouver les tumeurs, etc., on arrive à des choses. Mais évidemment, c'est super humain, encore une fois, dans des segments pour lesquels les capacités des machines sont très adaptées. Et pour revenir sur ce débat sur la question de l'innovation au service du bien commun, je vous repose la question que j'ai posée à Étienne Klein par rapport à Facebook. Je ne sais pas si Facebook vous a posé la question quand vous êtes connecté à votre propre appli. Qu'est-ce que vous auriez répondu ? Alors, si, mais Facebook pose cette question à ses employés très fréquemment, en fait, puisque c'est une question. Le fait qu'on la pose aux utilisateurs est aussi assez révélateur, je pense, de la façon dont Facebook fonctionne. C'est un auto-questionnement de dire est-ce qu'on va dans la bonne direction, qu'est-ce qu'il faut changer, etc. Et en interne, le débat est assez vif sur les orientations, etc. Quand on parlait de cette université anglaise, les débats en interne ont aussi été extrêmement vifs, par exemple. Et donc oui, on nous pose la question. Donc je pense qu'il y a quand même une vision de rapprocher les gens et de faire communiquer les gens et de permettre aux gens de se retrouver, qui est assez partagée et qui, après un idéal dans lequel les employés de Facebook se retrouvent, après la façon de le faire, comment le faire, par quels moyens et par quelle direction, il y a beaucoup de débats et on essaie de le faire vraiment du mieux possible et en faisant participer aussi les utilisateurs et le pouvoir public sur la façon de le faire. Alors, Morgane, il y aura beaucoup de questions de la salle, je te le Questions signale. de la salle ? Non, vas-y, encore. Dernière question. Voilà. L'IA est souvent présentée justement comme la solution à plein de problèmes, et notamment par Facebook. Mark Zuckerberg, devant le Congrès, a souvent brandi l'intelligence artificielle comme une réponse aux problèmes des fake news, voire même des manipulations des élections, ce genre de choses. On en parle beaucoup pour le problème des morts sur la route, par exemple. Étienne Klein, qu'est-ce que vous en pensez, ça, de ce discours qu'on entend beaucoup ? Je pense qu'il est tout à fait acceptable. La question qui reste posée, c'est, sachant que les machines nous proposent sinon des décisions, du moins des avis ou des conseils, et sachant que nous ne savons pas dire comment elles sont arrivées à ces résultats, quel pouvoir critique pouvons-nous exercer à ce qu'elles nous proposent ? Quand vous voulez rentrer chez vous en voiture, vous prenez un logiciel qui vous dit il faut passer par là, ça prend moins de temps que si vous passez par là. Bon, vous allez choisir le trajet le plus court, et si vous vous trompez ou si la machine s'est trompée, c'est pas très grave. On imagine qu'il y a des cas où le fait de ne pas pouvoir savoir comment la décision a été prise empêche de la critiquer. Et du coup, ça nous met dans une forme de panique morale qui peut être un problème pour toutes sortes de sujets, la voiture autonome ou d'autres. Mais si j'ai en droit encore à une question, la question que je voudrais poser, c'est la suivante. On parle beaucoup de big data aujourd'hui, couplé à l'intelligence artificielle, avec des algorithmes qui permettent de faire parler les données. Mais ma remarque, c'est la suivante. La physique. On a parlé beaucoup de métiers, les chirurgiens, les dermatologues, etc., qui sont menacés ou aidés par l'intelligence artificielle. Mais prenons la physique. La physique moderne, celle qui commence avec Galilée, c'est une science qui est née sans données, sans aucune donnée. Quand Galilée dit en 1604 « tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide », premièrement, on ne sait pas faire le vide. Deuxièmement, on ne sait pas que le vide peut exister, il y a des débats. On ne sait pas mesurer la vitesse de chute d'un corps qui tombe. Et il trouve la bonne loi. Einstein, en 1915, publie la théorie de la relativité générale, nouvelle théorie de la gravitation, qui est la théorie qu'on utilise aujourd'hui pour faire de la cosmologie, un siècle plus tard. Qu'est-ce qu'on sait sur l'univers en 1915 ? Mais rien. On ne sait pas que l'univers est en expansion,
On ne sait pas qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre. On ne sait pas d'où vient que les étoiles brillent. On n'a pas découvert les forces nucléaires. On ne sait rien. Et on a les bonnes équations, grâce à un cerveau, celui d'Einstein, qui fait des expériences de pensée, qui le mène à cette théorie. La question que je voudrais vous poser est la suivante. Imaginez qu'aujourd'hui, on ait toutes les données qu'on a recueillies avec les télescopes, les satellites, les accélérateurs. On a les ondes gravitationnelles prédites grâce à Einstein. On a toutes les données, mais on n'a pas les équations d'Einstein. À votre avis, est-ce que des algorithmes pourraient retrouver les équations? Si c'est vrai, si vous rendez si vous dites oui. Non, mais il s'est rendu compte qu'il est en public et qu'on est deux ou trois là. Nous sommes les caissières de demain. Antoine Borde. Ah, il marche pas? On se souviendra qu'on a applaudi quand même, hein, Ouais. à ce truc-là qui est quand même pas super joyeux, mais c'est pas grave. Attendez la réponse. peut-être. Voilà. Alors ça m'étonnerait. La réponse serait ça m'étonnerait. C'est une question assez fascinante, je pense. Et peut-être qu'il faudra qu'on la creuse plus loin d'ailleurs, parce qu'elle est intéressante. Je pense que j'ai pas réfléchi à celle-là mais en vrai, mais en fait, il y a plutôt sur les neurosciences, disons que c'est des chemins sur lesquels on travaille plus. C'est-à-dire, ok, pour essayer, parce que la neuroscience et l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de ponts, puisqu'on se dit que pour avoir des algorithmes plus performants, peut-être qu'il faut regarder comment fonctionne le cerveau, qui doit donner des idées sur comment faire des machines. Et donc, en fait, les deux champs se parlent beaucoup. Et donc, en particulier, quand je dis se parlent beaucoup, c'est-à-dire qu'on regarde ce que fait la neuroscience pour s'inspirer pour des nouveaux algorithmes, et inversement. Donc, on a beaucoup de données, finalement, sur le fonctionnement du cerveau, sur lequel on essaie d'appliquer des logiciels d'intelligence artificielle pour essayer de comprendre le fonctionnement du cerveau. Donc, c'est un problème un peu différent, mais un peu analogue. Et je pense qu'on est extrêmement loin. C'est-à-dire, il n'y a aucune direction qui permettrait d'essayer de trouver avec des algorithmes d'intelligence artificielle comment fonctionne le cerveau. Je pense qu'il y a des concepts qu'on n'a pas. Et même au niveau de l'apprentissage automatique ou machine learning qui a été mentionné, pour arriver à des machines qui seraient capables de comprendre des concepts comme le sens commun, etc., qui sont des choses très importantes pour les machines, la communauté en général est consciente qu'il y a des éléments fondamentaux d'algorithmique et de maths qu'on ne connaît pas. Donc, donc ça, je suis plus près de choses que je connais, mais on est persuadé qu'en fait, on n'a pas toute l'équation. Et si on met plus de données à des machines, on n'arrivera pas mieux. Un exemple très simple, c'est pour avoir des machines qui sont... On essaye, en tout cas, des pistes de recherche pour avoir des machines qui raisonnent un peu mieux. On va leur donner des expériences avec 10, 20, 30, 50 exemples. Puisqu'en fait, une façon qu'on a, les humains, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on est capable, avec très peu d'exemples, d'apprendre une nouvelle tâche. Et on pense que c'est une des essences de l'intelligence. Donc, si on arrive à résoudre une tâche avec 10 milliards d'exemples, alors qu'un humain en a besoin de 5, c'est qu'il nous manque quelque chose. Et donc, je pense qu'on est à peu près dans ces idées-là. Merci beaucoup. On va poursuivre, si tu veux bien, Morgane, avec quelques... Je recommence. Nous allons poursuivre, si tu veux bien, Morgane, avec quelques questions du public. Il y en a énormément des questions du public, c'est pour ça que j'en bafouille. Je vais essayer notamment d'en relier deux qui ne le sont pas forcément, mais vous allez savoir vous en emparer. Ça commençait plutôt par une question pour vous, Étienne, qui était, vous avez qualifié l'innovation technologique de fait politique plus que de fait éthique. Pensez-vous qu'en l'état actuel des connaissances, on puisse déjà prétendre à réglementer dans une certaine mesure les déviances possibles? Question que je souhaiterais relier avec une autre question qui était les nouveaux usages liés au numérique et à l'IA ne devraient-ils pas être encadrés par un comité d'éthique indépendant? On tourne autour de la question de la réglementation du contrôle qui s'en occupe. En fait, je parlais des robots. C'est-à-dire les robots sont des sujets, à mon avis, de questionnement politique avant des sujets de questionnement éthique. Il me semble que la question de savoir ce que nous allons en faire dans notre économie, dans notre travail, est une question qu'il faut traiter avant d'autres. Et là, il y a des aspects culturels qui sont évidents. Moi, je suis allé au Japon, j'ai vu des laboratoires de recherche où on travaille sur des robots destinés à s'occuper des personnes âgées, qui sont très nombreuses au Japon, comme vous savez. Et le problème qui est posé là-bas, c'est les jeunes ne veulent plus s'occuper des personnes âgées, nous ne voulons pas d'immigration, et donc nous demandons aux robots de s'occuper de nos personnes âgées. Donc vous voyez que c'est une question politique, en fait. Après, quelles sont les fonctionnalités qu'on réserve aux robots? Comment est-ce qu'on les fait interagir? C'est une question qui vient un peu après, il me semble. C'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup pour cette précision, Antoine Borde. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de ce à quoi vous ne voudriez pas que l'IA soit utilisée à Facebook? J'en ai parlé. L'armement, toute l'industrie de l'armement est quelque chose qui est pour moi et pour beaucoup des chercheurs dans le laboratoire une limite. Une limite, ouais. Il y a une question super précise, mais je la pose quand même. Au vu de la dynamique bordelaise croissante dans le numérique, peut-on espérer voir Facebook ouvrir des bureaux à Bordeaux?
Ou en Nouvelle-Aquitaine. Question. Alors, Non, c'est oui ou non. Il y a pourquoi quelqu'un qui va pas, vous envoyer un CV là. peut-être, mais pas tout de suite. Voilà. Merci pour cette réponse. Mettre ces recherches en open source, et j'allais dire ça vaut pour vous deux, puisque la recherche publique notamment, elle est publiée, elle est publiable, elle est reproductible, elle est en open source, c'est-à-dire diffusée pour tout le monde. C'est prendre le risque de perdre le contrôle de l'usage qui en sera fait. Oui, alors c'est une question encore sur laquelle on débat beaucoup en interne, en fait. L'idée de dire, est-ce qu'il faudrait qu'on arrête de mettre en open source ou il faudrait qu'on mette en open source avec une licence qui marque explicitement qu'il y a certains champs d'application pour lesquels ce code ne pourrait pas marcher. Donc en fait, notre choix pour l'instant, et je pense que j'en suis content, c'est de garder notre culture de l'open source avec la licence la plus libre possible, qui est vraiment une licence qui permet de faire tout avec le code. Pourquoi ? Parce que, ça va permettre déjà à tous les acteurs de s'en emparer, donc, et à beaucoup de gens de s'en servir pour des business, des applications, des cas d'usage auxquels on ne pense pas, et qui seront, eux, bénéfiques. Et un deuxième temps, c'est aussi de permettre au pouvoir public, aux décideurs, de aussi avoir accès où on en est au maximum. Et le fait de dire on ne va pas mettre en open source, il ne faut aussi pas être arrogant, ça ne veut pas dire qu'une autre entreprise ou une autre organisation ne va pas être capable de faire la même chose quelques semaines, quelques mois à venir. Donc je pense que la communauté de l'IA en général avance, et il n'y a aucun laboratoire qui détient une technologie, à mon sens, que personne n'est capable de reproduire 6 mois plus tard. On termine, si vous voulez bien, avec une question philo. Elle est pour vous, Étienne Klein. Enfin, vous pouvez la prendre aussi, Antoine, mais... Et je vous demanderai peut-être d'ailleurs de reformuler la problématique, comme on dit au moment du bac, pour que tout le monde la comprenne. Je ne suis même pas sûr d'aller où. Mais bon, question philo. Si l'homme est corps aujourd'hui, jusque-là tout va bien, l'IA amorce-t-elle une transition du sujet comme donnée et transition du réel à l'intelligible? Vous avez 12 secondes. Non, je plaisante, 45. Bon, je vais y répondre, mais je ne vais pas la reformuler. Ok. Le fait qu'on laisse traîner autour de nous toutes sortes de données fait qu'elles sont analysées, et ces analyses produisent des corrélations, c'est-à-dire qu'on voit des régularités dans nos comportements humains, comment nous consommons, comment nous nous déplaçons, etc. Et les algorithmes dont on parle ici permettent de voir des corrélations. Et je pense que notre esprit humain, là je ne parle plus du corps, il a tendance à lire les corrélations comme des causalités. Et ça conduit à toutes sortes de manipulations. Et je pense qu'une des urgences éthiques, pour le coup, c'est de promouvoir une pédagogie des statistiques et des big data. Il y a beaucoup de situations où des corrélations observées grâce à ces algorithmes sont présentées comme des causalités. Or, il y a une très grande différence, en tout cas pour les scientifiques, entre corrélation et causalité. Pour le dire en une phrase, ça n'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on a le droit de dire qu'il a plu les grenouilles. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin de ce plateau. Merci à toi Morgane. Merci. Merci Étienne Klein, merci Antoine Borde. Et merci à vous pour la richesse de vos contributions et la quantité des questions que vous pouvez poser à nos intervenants.